Bienvenue sur le podcast Les petits pas vers de grands résultats. Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui souhaitent comprendre comment atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Sommes-nous tous égaux dans notre quête de résultats ? Je m'appelle Julie et avec l'aide de différents experts, je vous propose d'explorer ce qui peut freiner notre progression et tenter de comprendre comment surmonter ces obstacles. Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Bienvenue dans cette édition spéciale Les petits pas vers de grands résultats. Aujourd'hui, nous allons découvrir avec notre experte Laurence Degé comment le yoga, entre autres, peut nous aider à reprendre le contrôle de notre vie et principalement au niveau des addictions. Donc, bonjour Laurence. Mais coucou Julie. Alors, Laurence, toi, tu es maman solo de jumeaux de 3 ans, d'une fille de 21 ans. Tu as traversé toute une série de dépendances et d'addictions et en grande partie, c'est le yoga qui t'a aidé. Et donc, on va découvrir à travers ce podcast comment tu as créé ta propre méthode pour pouvoir justement libérer les addictions. Tu as participé à un court-métrage intitulé Laura, dans lequel tu as pu parler justement des conséquences de l'alcool. Tu es intervenu dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 et tu viens d'être accepté à l'ULB pour le certificat interuniversitaire en alcoolologie organisé par la faculté de médecine. C'est pas rien. Est-ce que tu vois déjà des choses à rajouter par rapport à ton parcours ? Non, écoute, franchement, quand je vois justement, là, tu es en train de dire tout ça, je me dis waouh, transformer de l'ombre en lumière comme ça, c'est quand même génial, quoi. Je suis pas passée par tout ça pour rien. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ta candidature a été acceptée auprès du corps médical? Parce que ça, c'est quand même pas rien. Oui, 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 exactement. Surtout qu'il faut un bachelier que je n'ai pas encore puisque je fais des études d'assistante sociale qui sont en pause pour l'instant dues aux petits. Donc oui, je suis super contente par rapport à ça parce que donc j'ai fait ma candidature sur base de mon expérience. Donc j'ai expliqué à peu près mon parcours. Et aussi, j'ai expliqué les bienfaits du yoga par rapport à ça. Et donc voilà, en fait, c'est génial parce que ça veut dire que la médecine, l'université, etc. s'ouvrent à ça et c'est juste génial. Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est une addiction? Alors, une addiction, donc moi je fais la différence entre dépendance et addiction. Alors, je fais la différence, elle existe, hein. Donc, dépendance, c'est quand on commence vraiment à dépendre du produit. Et puis, c'est le premier stade de l'addiction. Donc, c'est d'abord la dépendance et puis on tombe dans l'addiction quand vraiment on n'arrive plus à s'en sortir, qu'on y pense, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. Et voilà, alors à ce moment-là, c'est vraiment, on est dans l'addiction, quoi. On peut parler d'addiction. Ok. Et dis-moi alors, Laurence, quel a été le premier petit pas qui t'a permis de sortir de tes addictions? Le tout premier pas que j'ai fait, c'est que je suis allée trouver mon médecin généraliste en pleurs, un lendemain de prise d'alcool et de cocaïne où j'avais pas dormi. Et mon médecin, là, je lui ai dit, j'étais en pleurs et je lui ai dit, j'en peux plus, etc. Il faut trouver une solution. Je pense même que je suis alcoolique. Et il m'a un petit peu ri au nez parce que j'ai dit non, je pense que je suis alcoolique parce que mon père l'est. Et il m'a dit, arrête de lire des magazines féminins et non, toi, tu n'es pas alcoolique. Et donc, c'est le premier pas, mais qui a été finalement le premier pas où j'ai commencé à errer pour trouver des solutions parce que je ne me suis pas sentie entendue. Et le problème, c'est que je n'avais pas le profil, si tu veux, de la personne qu'on imagine qui peut tomber dans l'alcool et dans la drogue. Et c'est de là maintenant finalement que j'ai décidé de libérer la parole par rapport à ça parce que ça arrive très souvent et c'est pas malveillant, c'est voilà. C'était le premier pas. Et puis après, eh bien, s'en est suivi toute une série de pas, mais d'abord où j'ai dû toucher un fond, et puis finalement où j'ai mis des solutions en place, quoi. Mais le premier Et- pas, c'était celui-là. Ok. Et comment est-ce que le yoga t'a aidé concrètement? Alors, le yoga m'a aidé bien avant ça. Donc, si tu veux, pour revenir en arrière, moi, j'ai été dépendante des joints adolescente.
Et donc à l'adolescence, au départ, tu fumes des joints, un peu comme tout le monde, tout le monde ne fume pas des joints, mais en tout cas comme ceux qui fument des joints, où tu te dis c'est pas très grave, etc. Sauf que moi, très vite, ça m'a donné des crises d'angoisse et de panique énormes que j'avais déjà, mais finalement qui se sont accentuées. Donc au moment même, ça faisait du bien, mais le lendemain, à chaque fois, j'étais un peu dans un brouillard et j'étais de plus en plus mal, jusqu'à finir avec des crises de panique où je ne savais plus sortir de chez moi, j'avais peur d'aller à l'école, en classe, d'avoir des malaises en classe, etc. Et donc, j'allais tout le temps chez mon médecin, qui était un autre médecin à ce moment-là. Et à un moment donné, il ne savait plus quoi faire. Et il m'a dit, va faire du yoga. Mais à ce moment-là, le yoga, c'était pas du tout connu comme maintenant, hein. Donc, je parle de ça il y a 25 ans, je pense, hein. Ça ne me rajeunit pas. À peu près 25 ans, oui, c'est ça. C'était dans, tu sais, une salle de gym austère, j'aime bien dire, vraiment la salle de gym qui sent les pieds, tu sais, dans une école, avec toutes des vieilles, entre guillemets, que je suis maintenant Un de peu comme 40. l'aquagym. Ouais, Enfin, c'est l'image ça, voilà. de l'aquagym. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, donc il n'y avait aucun adolescent qui faisait du yoga à ce moment-là, quoi. Mais tout de suite, moi, j'ai senti que ça me faisait du bien, tu vois. C'est que j'ai été avec deux potes, un peu comme ça, en me disant, bon, bah voilà. Et je rigolais avec eux pendant un coup, mais je suis retournée par après parce que j'ai vraiment senti tout de suite que ça me faisait quelque chose et ça m'a permis à ce moment-là d'arrêter les joints parce que le fait d'ouvrir, si tu veux, un espace dans mon corps et dans ma respiration, faisait que derrière, j'avais pas envie d'aller fumer des joints et des cigarettes. Mais j'en étais au stade, entre guillemets, du début de mon addiction et j'avais pas conscience d'avoir une addiction. Donc, malheureusement, ça n'a pas été suffisant sur le long terme par après, quoi. Et qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que tu avais une addiction, justement? Finalement, c'est avec le temps. C'est malheureusement avec le temps, le fait d'essayer de contrôler, de passer d'une addiction à une autre, d'avoir arrêté le joint, puis d'être passé par l'alcool, puis par après la cocaïne, de voir qu'il y a des comportements qui revenaient, de remarquer que quand je commençais, j'arrivais pas à m'arrêter, parce que je le faisais pas tous les jours, mais quand je le faisais, je ne contrôlais pas ma consommation. C'est tout ça, en fait, au fur et à mesure du temps, qui a fait que je me suis rendu compte que c'est une addiction. Et une addiction, c'est ça, en fait, hein. On n'est pas, on tombe pas tout de suite dans une addiction, dans le sens, c'est rare quelqu'un qui a 16 ans, fume ses 15 joints par jour, boit sa bouteille de whisky et prend ses 4 lattes de coke, quoi. C'est avec le temps. En fait, l'addiction, elle augmente avec les années parce que le corps s'habitue et qu'il y a vraiment le petit lien qui se fait dans le cerveau parce qu'au début, ça donne du plaisir, évidemment. Sinon, on arrêterait. Et donc, avec le temps, ben, le plaisir, il y en a de moins en moins et c'est de plus en plus de souffrance et les doses se rapprochent évidemment de plus en plus les unes des autres, quoi. Le yoga a tendance à stimuler aussi le nerf vague. On en parle de plus en plus. J'ai eu l'occasion de recevoir Ludovic Leroux, auprès duquel je suis formée aussi en théorie polyvagale. Et justement, toutes ces drogues peuvent nous déréguler notre système nerveux. Et grâce à la respiration, au yoga, ça permet justement, comme tu dis, de retrouver un équilibre, en fait, et Ah oui, de faire descendre, c'est ça? complètement, ben, c'est exactement ça. En fait, au départ, quand tu prends de la drogue, de l'alcool ou des choses comme ça, c'est parce que tu as déjà, souvent, hein, je ne parle pas de tout le monde, mais souvent, tu as déjà ce dérèglement. Moi en l'occurrence, j'avais des crises d'angoisse à l'origine. Et pour combler les crises d'angoisse, ben, j'ai trouvé une alternative qui a été à ce moment-là le joint. Mais forcément, sur du long terme, ça dérègle complètement. Et donc, ça fait du bien au moment même, mais ça dérègle sur du long terme. Et donc, finalement, le yoga m'a permis, mais ça, j'en avais pas conscience, effectivement, ben, de réguler tout ça et me le permet encore maintenant, quoi. Et donc, d'après toi, c'est quoi une personnalité addicte? Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de risques de tomber dans les addictions que d'autres? Alors, pour moi, oui. En fait, il y a des gens qui vont toucher à des produits, et on va dire 80% de la population, je sais pas, je dis ça par hasard, hein, mais 80% de la population boit son verre d'alcool de temps en temps, etc. Et il n'y a pas 80% qui va tomber dedans. Dans ces 80%, alors je dis 80%, c'est pas du tout une théorie vérifiée, hein, j'invente, hein. Dans ces 80%, eh bien, il y a toute une partie
qui, à un moment donné dans son parcours de vie, va peut-être tomber dans un excès d'alcool parce que cette personne traverse un moment difficile dans sa vie. Cette personne, on va lui dire, attention, parce que là, tu exagères. Ça peut être un époux, une épouse, le boulot, etc. Tu exagères. Donc, si tu continues comme ça, tu vas ou me perdre, ou perdre ton boulot, ou tes enfants vont tourner le dos, etc. La personne va avoir un déclic et elle va soit reprendre une consommation normale, soit décider d'arrêter et puis de boire de temps en temps. Une personnalité addicte est déjà addicte avant de consommer le produit, en général. C'est-à-dire que dans l'enfance, il y a soit de l'hypersensibilité, des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, des traumatismes. Voilà, toute une série de choses qui vont faire que dès le départ, il y a déjà un petit peu ce potentiel avec un ou plusieurs facteurs aggravants. Cette personne-là, ben, comme les autres, elle va boire, par exemple, on va prendre l'exemple toujours de l'alcool, elle va boire son verre, mais tout de suite, ça va faire des choses dans son cerveau. Donc, l'hypersensible va se sentir plus en confiance, la personne hyperactive va peut-être se sentir plus sereine, la personne qui a des traumas va se sentir qu'elle ne pense plus à toutes les horreurs qu'elle a vécues dans son enfance, etc., etc. Ces personnes-là vont prendre l'alcool comme un médicament, mais sans se rendre compte. Et ça veut dire qu'à un moment donné dans leur vie, quand elles vont avoir le même processus où on va leur dire attention, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre ta femme, tes enfants vont te tourner le dos, ça va leur mettre une pression encore plus forte, qui va faire qu'ils vont encore plus consommer. Et où il y a pas, et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de logique et qu'on dit toujours oui, mais cette personne, pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas alors qu'elle a déjà tout perdu? Parce que le vrai addict, c'est ça. Le vrai addict doit toucher un fond, et on ne sait jamais lequel fond ça va être, pour finalement se rendre compte qu'il y a un problème. C'est super interpellant ce que tu dis parce que bah, du coup, c'est très difficile à analyser, à percevoir. Et donc, autour de soi, il y a probablement des personnalités addictes, mais en essayant de les aider, ça peut leur apporter plus de pression. Donc, en fait, c'est faire pire que bien. Est-ce que tu as un outil pour pouvoir détecter, repérer une personnalité addicte pour ne pas faire plus de mal que de bien? Alors, la chose déjà, c'est que la personne addicte, il faut la rendre responsable de sa vie. Et quand on a une personnalité addicte, surtout dans sa famille, ça crée des désordres dans toute la famille et les gens dans l'entourage deviennent ce qu'on appelle en général codépendants. Ça veut dire que la maladie de la dépendance, parce qu'on dit que c'est une maladie, la maladie de la dépendance va toucher les autres et va les rendre entre guillemets malades aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir une mère sauveuse, une compagne sauveuse, un compagnon sauveur et qui va un petit peu justement vouloir anticiper, préserver, machin, etc. Et finalement, la meilleure chose à faire pour aider quelqu'un qui a un problème d'addiction, c'est de le mettre face à son addiction en toute bienveillance, avec énormément d'amour, ce qui n'est pas facile parce que ça crée de la colère dans l'entourage, souvent. Mais c'est différent si c'est dans l'entourage ou si c'est un ami, hein, voilà. Si c'est un ami, c'est plus éloigné, peut-être qu'on sera un peu plus objectif. En tout cas, c'est de dire, voilà, tes comportements, là, ça va trop loin. Donc, tu n'es pas responsable du fait d'être tombé là-dedans, mais maintenant tu es responsable d'en sortir. Et là, moi, c'est ma limite. Et en fait, c'est ça, le secret. On croit souvent que c'est d'aller aider l'autre, d'être là, entre guillemets, tout lui pardonner, etc. Ou essayer de contrôler. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui sont codépendantes, qui vont contrôler. Donc, par exemple, typiquement, une personne qui consomme, on va dire le mec consomme, et la fille qui habite avec lui, elle a remarqué que quand elle lui prend les clés de sa voiture, bah, il va moins consommer parce qu'il n'a pas la voiture. Eh ben ça, c'est du contrôle. Et on croit du coup qu'on contrôle la consommation de l'autre. Alors que si l'autre, il va les consommer, il ira consommer. Et on rentre un petit peu dans un jeu comme ça, de sauveur, sauvé. Donc, c'est vraiment d'aller rendre la responsabilité et de dire les choses. En fait, pour aider un addict, c'est vraiment de lui dire, pour moi, tu as un problème de consommation. En tout cas, moi, ça me pose problème. Ta consommation, elle a des conséquences sur moi. Et donc, il va falloir trouver une solution. Voilà. C'est encore une fois de la communication non violente, c'est exprimer son propre besoin pour pouvoir bah, exprimer à l'autre voilà, comment on voit les choses et lui faire peut-être avoir un déclic. Et donc, tu parles justement de repérer ces personnalités addictes, en tout cas de pouvoir trouver une solution par rapport à la communication au sein d'une famille ou près d'amis. Mais maintenant,
en termes sociétal, il y a aussi au niveau de l'entreprise. Il y a énormément d'entreprises pour lesquelles il y a des cultures de la fête, même en règle générale. Et donc, justement, dans une entreprise où bah, tu as certainement aussi des chefs d'entreprise avec leurs employés qui peuvent se retrouver dans ce type de situation, ou même des employés, ce qui peut bah, créer de gros soucis, aller voilà, jusqu'au fait de licencier la personne. Est-ce que est-ce que tu as des tips ou des choses pour pouvoir repérer ce type de personnalité? Alors, les repérer, parfois, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas plus menteur ou menteuse qu'une personne addict. Alors, c'est pas dans le sens péjoratif, hein, je parle moi en premier puisque j'ai été comme ça. Quand on est dans des addictions, on est très, 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 très créatif parce qu'on a honte. Donc, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit, qu'on se dit, ah, je vais m'amuser à mentir, pas du tout. C'est que quand on est dans une addiction, on a des couches autour de soi. Donc, c'est très compliqué d'être intègre à 100% et d'arriver et de dire, j'ai un problème d'addiction, voilà, j'ai besoin d'aide, etc. Donc, c'est des personnes qui sont parfois très difficiles à repérer. Donc, des tips, ça va être compliqué d'en donner, à moins. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, lors d'un stage justement de mes études d'assistante sociale, d'une dame le matin qui sentait l'alcool. Et donc, c'était une personne qui venait demander de l'aide pour d'autres choses. C'était des personnes réfugiées. Donc, est-ce que je devais me mêler de ça, pas me mêler de ça? Il y a un petit peu. C'est compliqué parce que voilà, il y a une confiance qui peut être un petit peu trahie si on vient parler de ça. Donc, c'est un petit peu au cas par cas. Pour moi, c'est toujours à partir du moment où l'addiction de la personne a des conséquences sur les autres, sur l'entreprise, voilà, des choses comme ça. Parce que à ce moment-là, eh bien, c'est d'aller vraiment responsabiliser la personne. Parce que la personne addicte, pour qu'elle arrête, elle doit toucher des fonds. Alors, on espère pour elle, évidemment, qu'elle ne touchera pas les fonds les pires. Mais pour comprendre à un moment donné que tu as un problème d'addiction, c'est pas quand on va en anglais, on dit if you babies the addict, you kill him. Si tu cocoones l'addict, tu le tues. Parce qu'en fait, un addict, c'est un peu un enfant. C'est quelqu'un qui est resté dans l'adolescence et qui a tout coupé. Et donc, quand on vient un petit peu cocooner cet addict et dire oh là là, ça ne va pas, oui, oui, tu as trop bu hier, ah ben tiens, tu veux un petit médicament, c'est pas ça qui va l'aider. C'est de vraiment dire voilà, là, on a remarqué que ta consommation d'alcool commençait à avoir des conséquences sur le travail. Donc, va falloir trouver une solution. Il existe, alors là, ce serait bien peut-être que les entreprises aient effectivement des numéros de téléphone, des choses à proposer, comme des groupes de parole ou voilà, soit à l'extérieur ou Pour à la l'intérieur. prévention, en fait. C'est Voilà. plutôt faire de la Prévention, prévention. peut-être proposer des conférences, des choses comme ça. Mais la personne addicte, en général, elle perd souvent son travail ou elle perd des choses, quoi, dans son addiction. Et c'est comme ça qu'elle se rend compte qu'elle a. Et encore une fois, reprendre sa responsabilité, remettre la personne face à ses propres responsabilités pour assumer et pas la couver ou faire du déni ou la culpabiliser. C'est ça. Donc, bah, tu nous as parlé des addictions, des personnalités addictes et du yoga et de ce que ça t'a apporté. Mais est-ce que le yoga peut, d'après toi, aider toutes les personnalités addictes et tous les types d'addictions? Parce que bah, voilà, il y a des addictions avec altération d'état, sans altération d'état. Donc, est-ce que ça concerne toutes les addictions? Alors, la réponse, elle va pas être oui ou non parce qu'il existe autant de personnes addictes que de traitements. Et la toute première chose à faire, c'est qu'une personne dépendante aura le traitement qui lui convient quand elle sera prête à s'en sortir. Ça, de toute façon, c'est la base. C'est la base de tout. Donc, il y a une vidéo que j'ai entendue dernièrement qui était très intéressante où la personne dit l'addiction, c'est comme si tu achètes les plus belles chaussures de course à ton voisin, par exemple, à un ami, et que tu lui mets les chaussures, tu le forces à lui mettre ses belles chaussures parce que c'est les chaussures avec lesquelles il va aller le plus vite possible, et puis qu'il est là comme ça sur la piste de course et qu'il n'a pas envie de courir, et que tu commences à prendre tes pieds, à essayer de le faire avancer, ben, l'addiction, c'est la même chose. Tu peux lui proposer les plus beaux traitements du monde, les plus beaux centres de rétablissement, les meilleurs thérapeutes. Si la personne n'a pas décidé d'arrêter, elle n'arrêtera pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi,
Le yoga peut aider dans toutes les addictions et tout le monde à partir du moment où, comme tu dis, quand il y a altération du comportement, il y a eu un traitement par rapport à ça. Donc, par exemple, moi, dans le yoga, je ne vais pas faire un sevrage alcool. Un sevrage alcool à un niveau très avancé, ça se fait en hôpital parce qu'on peut mourir d'un sevrage de l'alcool, par exemple. Euh, voilà, en fait, ça dépend vraiment de déjà où la personne en est, mais on propose des cours de yoga dans des centres de traitement, par exemple. Dans les centres de rétablissement, on le propose parce que le yoga va venir vraiment agir comme un mode de vie. Donc, au lieu d'aller trouver le refuge dans le produit, eh bien, on va trouver un nouveau mode de vie avec le yoga et on va trouver sa sécurité en soi, sa sérénité en soi et ne plus mettre toutes ses couches, en fait. C'est vraiment ça que le yoga va apporter, plus le mouvement du corps, plus la méditation. Donc, c'est assez complet. C'est pour ça que j'aime beaucoup le yoga, parce que c'est très complet, en fait. Oui, la respiration, le fait de reprendre le contrôle, encore une fois, de son système nerveux et de son nerf Oui. vague. Euh, Est-ce que tu peux un peu expliquer en quoi les addictions étaient un problème, ben, on s'en doute bien, dans l'atteinte de tes objectifs, et quels sont les résultats que tu as obtenus après t'être libérée des addictions? Alors, si tu veux, moi, depuis toute petite, euh, j'adore tout ce qui est théâtre, musique, dessiner, vraiment tout ce qui est artistique. Et puis, est arrivée l'adolescence avec le mal-être, etc. Il y a eu les joints qui m'ont emmené dans des crises d'angoisse, dans des peurs paralysantes. Et là, si tu veux, j'ai lu mon tout premier livre de développement personnel. Mon tout premier. Et c'était pas encore, c'était le début en plus du développement personnel, donc c'était pas très connu. Et c'était un livre, à ce moment-là, ça commençait à être le boom de la pensée positive, où on en est un petit peu revenu. D'ailleurs, c'est pas plus mal. Mais donc, moi, j'ai lu mon premier livre de développement personnel sur la pensée positive. Et donc, moi, vraiment, je ne savais plus sortir de chez moi, hein. Et j'avais des rêves de voyage, plein de choses comme ça. J'ai terminé ce livre, je l'ai fermé. Et juste par la pensée, je me suis dit, et le yoga. Déjà, j'avais le yoga à ce moment-là. J'ai arrêté les joints et j'ai dit, maintenant, je dois vivre, en fait. J'avais tellement peur de mourir que je suis passée dans l'autre extrême. Je me suis dit, bon, bah, quitte à mourir, autant vivre à fond. Et donc là, j'ai eu vraiment une espèce de période d'euphorie pendant 2 ans, je dirais à peu près 2 ans, mais j'avais pas réglé le problème de l'addiction. Et donc moi, j'avais envie d'être prof de yoga, j'avais envie donc j'ai dit de voyager, de faire des choses artistiques, etc. Et puis finalement, j'ai eu une enfance quand même très compliquée, puis je suis partie très jeune de chez mon père, donc je me suis retrouvée très vite dans le monde adulte à devoir travailler. Mes études, du coup, ont été en suspens, etc. Et donc, j'ai été très vite perdue. J'étais pas, comment on pourrait dire ça? J'étais pas complète, j'étais pas créée. Je suis partie vraiment, j'étais encore en construction, si tu veux, quand j'ai été lancée dans le monde de l'adulte, avec tous mes traumas dans mon sac à dos, quoi. Et donc, tout ça, forcément, m'a freinée dans l'atteinte de mes objectifs parce que déjà, j'y croyais pas. Plus je consommais, plus j'avais honte. Moins j'avais confiance en moi, moins j'y croyais, plus je m'attirais plein de problèmes, plus je me mettais dans des relations qui n'allaient pas. Et donc, c'est effet boule de neige. En fait, je m'enfonçais, puis je me relevais parce que malgré tout, je restais toujours dans le développement personnel, je travaillais sur moi, etc. Mais j'avais pas enlevé le produit. Donc, ce que je faisais, c'est que j'enlevais un produit, mais je passais à un autre. Et puis, voilà, je me disais, ah, ben, je vais essayer plutôt ceci, puis plutôt cela. Et en passant d'un truc à l'autre, ça n'allait pas. Et donc, moi, je me souviens, j'écrivais tout le temps, j'étais complètement bourrée, je rentrais chez moi et alors je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'avais une solitude tellement énorme à l'intérieur de moi et mes rêves comme ça, inachevés. Je me sentais tellement incomprise et j'écrivais. Ah, j'aimerais tellement pouvoir danser, dessiner, faire de ma vie du yoga, me lever, aller à la mer, je sais pas faire du yoga au bord de la mer, enfin des choses comme ça. Et finalement, quand j'ai arrêté de consommer, eh bien, ça a été la renaissance. Parce que là, je me suis rendu compte que c'était possible. En fait, moi, si tu veux, dans les addictions, j'avais toujours l'impression, par exemple, que pour faire du cinéma, quelqu'un allait me repérer dans une soirée où j'allais être complètement torchée, allait dire, elle, ouais, on la voit dans le rôle, un tel. Parce que c'est ce que j'avais lu dans les magazines. Et tu sais, quand tu écoutes un peu les histoires de stars, parfois, c'est des trucs un peu comme ça. Donc, j'imaginais vraiment le truc. Et puis, quand j'ai commencé à me rétablir, je me suis rendu compte, mais non, que tout se construit, tu vois.
Et le fait d'arrêter de consommer m'a permis d'aller me tester. Ah ben voilà, j'ai testé telles études. Est-ce que j'aime ça? J'ai appris vraiment à me connaître à travers vraiment l'action. J'ai commencé à arrêter de rêver ma vie et à la vivre en fait. Et c'est comme ça que j'ai pu faire un court-métrage. C'est comme ça que j'ai pu me rendre compte que, bah, par exemple, pour l'instant, faire des films, c'est pas ma priorité parce que j'ai des enfants en bas âge et que la valeur de liberté est très importante pour moi. Et quand tu es sur un film, bah, tu es complètement tributaire des gens qui font le film, tu vois. Donc en fait, ça te permet de prendre vraiment conscience que tout est possible, mais que dans chaque choix que tu vas faire, il y aura des conséquences. Donc tu peux faire ce que tu veux. Tu peux. Je peux faire des films maintenant. Mais je pourrais réaliser ce rêve. Moi, je pense que tout est possible, tu vois. Mais ça va demander de voir mes enfants, voilà, c'est des choix, tu vois. Et ben voilà, le rétablissement me permet ça, en fait. C'est ça, de pouvoir donc tester des choses et de savoir ce qui te correspond le mieux et ouvrir le champ des possibles au final. Oui, C'est, c'est ça. ok. Bon, on est dans une société où on valorise quand même la consommation de produits, voilà, d'alcool, parce que c'est fun. Et justement, c'est quoi ta zone de fun, et comment est-ce que tu t'autorises à te faire plaisir? Donc, c'est vrai que tu viens quand même d'expliquer pas mal de choses sur le fait de découvrir. Moi, ça me parle parce que je suis un peu une aventurière, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui aiment bien, voilà, qui ont construit aussi toute une identité autour de l'alcool ou autour de la drogue. J'entendais dernièrement des personnes qui disaient, ah, moi, j'aime bien te refaire le monde autour d'eux, tu vois. Ben voilà, c'est donc comment est-ce que tu t'autorises à te faire plaisir différemment du coup? Alors moi, j'étais comme ça aussi, hein. Donc, je suis quelqu'un qui... J'avais vraiment cette idée que j'étais la grande fêtarde. Je m'amusais plus que les autres parce que, voilà, moi, je sortais tout le temps. J'étais la femme un peu libre, soi-disant, hein. Je n'étais pas du tout libre finalement, tu vois, mais je me sentais très libre de pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais. Alors que, en fait, les conséquences derrière, bah, c'est que je mettais ma fille les trois quarts du temps chez ses grands-parents pour pouvoir faire la fête, sous couvert de travailler dans des restaurants très tard le soir. Donc, il y a beaucoup de mensonges à soi-même, en fait. Dans la consommation, on se fait croire que on refait le monde autour d'un verre, par exemple. Alors, je dis pas que si je pouvais boire mon verre normalement et que une fois de temps en temps je pouvais le faire, ce serait très chouette, mais je n'ai aucun manque par rapport à ça parce que arrêter le produit, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a l'iceberg ici, il y a le produit ici, et tout tourne autour au départ de ce produit. Mais quand on enlève ce produit, il y a tout ça à découvrir. Et donc la zone de fun, elle est immense parce que tu es dans la vraie vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça veut dire que, tu vois, moi quand ça va pas, je peux pas me dire, je vais mettre mon cerveau sur off. Je suis obligée de trouver des alternatives, mais ça veut dire que tu rentres en profondeur dans la vie telle qu'elle est, quoi, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est proportionnel aussi. Ça veut dire qu'il y a des moments d'espèce de gratitude pour. Enfin, moi, au début où j'ai arrêté de boire, tous les matins, j'allais marcher dans les bois et j'étais là, waouh! Oh, mais il y a des arbres, il y a des châtaignes, il y a ci, et je prenais des photos de tout et je me disais, oh, c'est prendre des photos comme ça avec un téléphone et tout. Oh, c'est faire des trucs macro tout près. Comme une enfant qui découvre un peu tout, quoi. Tu vois? Et donc, ma zone de fun maintenant, elle est dans tout ça. Elle est dans découvrir une boisson qui va vraiment t'es là, waouh, tu sais, comme avant, j'étais là en train de me dire, mais ce vin, il est mais juste dinguissime. Ben, maintenant, je peux avoir ça avec une boisson, quoi. Tu vois, que je vais découvrir. Je me dis, mais le goût, il est juste dingue. En plus, moi, tu sais, je buvais, je prenais de la drogue, je fumais. Ça allait ensemble, quoi. Ça veut dire que quand j'ai arrêté de boire et de prendre de la coke, la cigarette, après, j'ai un peu continué, mais ça me dérangeait, tu vois, parce que ça allait vraiment bien avec l'alcool. Donc, peu de temps après, j'ai arrêté la cigarette. Et quand tu arrêtes aussi la cigarette, bah, tu retrouves vraiment le goût de tout, quoi. Et tu retrouves vraiment le fait aussi de bouger ton corps, des sensations dans le corps tout à fait différentes. Donc, la zone de fun, elle est là. Elle est dans le trash parfois. Ça veut dire que je peux vraiment prendre plaisir à pleurer comme une madeleine quand ça va pas. Vraiment, ça paraît bizarre de dire ça, hein, mais tu vois, quand tu as un fond vraiment de bonheur, les moments
de tristesse font partie. Alors, je dis pas que l'année passée, par exemple, j'ai fait un burn-out. Ça, quand tu consommes pas, alors évidemment, ça dure moins longtemps, j'imagine, parce que tu le vis vraiment, tu vois. Mais voilà, tu vis le truc dans le dur, quoi, hein. Et donc là, il faut trouver des solutions. Parce que si j'étais restée dans mon burn-out, j'aurais reconsommé. C'est sûr et certain. Et donc, tu vois, les zones de fun, elles sont là-dedans, en fait. Moi aussi, je suis un peu comme une enfant, tu vois. Je peux vraiment aller danser comme ça, je peux faire la folle. Voilà. Mais bon, ça, c'est moi. Après, je sais pas si ça parlera aux gens qui nous écoutent, mais on peut J'aime trouver la bien. zone de fun dans vraiment beaucoup de choses, en fait. Mais oui, c'est vraiment le fait de se connecter mais à soi, à son corps, mais aussi aux autres, parce que les conversations sont aussi beaucoup plus authentiques que en mode un peu bourré, où au final, il n'y a Oui, pas c'est ça. forcément de fond, ou en tout cas, ça reste Oui, très superficiel pour peu que la personne s'en souvienne. oui, c'est ça. Pas parfois, c'est mieux, mais Oui, tout à fait. Ok, donc c'est une reconnexion à soi, en tout cas, en profondeur, à ses émotions et aux autres aussi, du coup. mais Et oui, parce que attends, bah, excuse-moi, pardon, je te coupe. Tu vois, par exemple, si quelqu'un qui nous écoute se dit, oui, mais moi, je suis hyper introvertie, je suis pas genre ce genre de personne qui est là, ouais, moi, je suis trop comme une enfant et tout. La zone de fun, ça peut être arrêter d'aller dans des trucs où elle se sent obligée d'y aller parce que avec les conventions sociales, en fait, c'est ça aussi, hein. Se sent obligée d'aller boire le verre avec les personnes du boulot, machin. C'est d'arriver à se dire, mais là, en fait, moi, je mets mon nom. Parce que moi, tout ce que j'ai envie, c'est d'être toute seule chez moi à lire un bouquin. C'est ça ma zone de fun. Et l'arrêt d'un produit, quand tu es vraiment dans la dépendance, hein, je ne parle pas des gens qui boivent normalement, hein, quand tu es vraiment dans la dépendance, ça altère vraiment ta capacité à dire non, à mettre des limites et des choses comme ça, tu vois. Quand tu arrives à ça, mais c'est hyper satisfaisant quoi, de pouvoir te dire, mais en fait, je m'en fous de ce que les autres vont penser, parce que je bois pas ou parce que machin, et que je peux avoir ce moment pour moi toute seule, tu vois. c'est ça. Vraiment s'adapter en fonction de ses propres besoins qui sont différents au niveau de chaque personne. Et c'est quoi alors ta définition d'un échec et d'une réussite? Alors, moi, avec la notion d'échec, j'ai un petit peu du mal parce que finalement, si tu regardes, c'est un petit peu un échec. Tu sais, moi, j'ai découvert le théâtre, j'avais 16 ans et je suis pas encore sur les planches là maintenant. Est-ce que c'est un échec? On ne sait pas dire parce que finalement, je suis passée par toutes les addictions et je suis là maintenant à parler de ça avec toi aujourd'hui. J'en parle vraiment sur des plateaux télé, des choses comme ça. Enfin, voilà, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire là derrière. Donc, je ne sais pas si j'étais passée finalement par d'autres choses. Moi, je pense qu'on a des trajectoires de vie. Ce qui est important pour moi, et pour moi, ça c'est une réussite, c'est vraiment de se sentir à un moment donné aligné. Et donc là, maintenant, moi, je me sens hyper alignée avec tout ce que je fais, tout ce que je suis. Et voilà, et ce que je n'ai pas fait à 16 ans, je suis en train de le réaliser maintenant. Donc, finalement, il n'est jamais trop tard non plus. Donc, pour moi, l'échec, c'est d'aller jusqu'au bout de ta vie sans jamais finalement faire de tes ombres de la lumière. Pour moi, c'est un peu ça. Et ta réussite, c'est ça, c'est de transformer ton ombre en lumière. C'est beau ce que tu dis. Euh, bon, t'en as un peu parlé à travers ton burn-out, justement, parce que bah, quand tu vis un traumatisme, voilà, une contraction, peu importe qu'elle soit professionnelle ou privée, ça peut être un décès, un burn-out, en tout cas quelque chose de relativement compliqué. Euh, c'est difficile, j'imagine, de ne pas replonger. Donc, comment est-ce que tu anticipes les situations qui pourraient éventuellement te faire rechuter et comment est-ce que tu gères la pression au quotidien? Parce qu'en étant justement, bah, pour les personnes qui nous écoutent, bah, t'es maman solo, auto-entrepreneur, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie, pour personne d'ailleurs. Mais voilà, pour ne pas justement bah, avoir cette béquille, cette bouée, parce qu'au final, c'est se raccrocher à quelque chose en cas de tempête, quoi. Exactement. Alors, la première chose, par exemple, que j'ai eue l'année dernière avec mon burn-out, c'est que j'ai réussi à dire non
à des personnes qui ne comprenaient pas finalement que je n'étais plus comme avant. Donc, moi, je suis une personne qui a toujours été très avenante. Je sens très fort, par exemple, quand quelqu'un va mal. Et donc, j'ai tendance à déjà aller vers la personne et finalement à déjà l'aider, etc., avant finalement qu'elle puisse le demander. Avant, en tout cas, j'étais comme ça. Quand tu es maman solo de jumeaux, tu peux plus te permettre ce genre de choses parce que tes jumeaux, ils te demandent ben, énormément d'attention. Et donc, c'est d'accepter qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. Ça a été la première chose que j'ai mis en place. Et c'était pas facile d'accepter de, entre guillemets, ne plus être aimé. Parce que c'était ça, en fait. C'était toujours vouloir être aimé un peu de tous et de tout. Une autre chose que je fais aussi, c'est que je suis en thérapie, moi, depuis 4 ans, par exemple. Parce que pour moi, c'est important, maintenant que je ne consomme plus, d'aller vraiment travailler en profondeur, puisque j'ai déjà travaillé pendant une vingtaine d'années sur moi, mais de ne pas aller reproduire des schémas, finalement, dans ben, le fait maintenant d'être maman solo, etc. Ben, voilà, par exemple, une future relation, de ne pas retomber dans des schémas, des choses comme ça. D'être accompagné aussi ben, pour pouvoir avoir un endroit où déposer, c'est super important, surtout quand tu es dans la relation d'aide et quand tu es parent, ben, tu es toujours là pour les autres, ben, d'avoir vraiment un espace où je peux me déposer et je ne compte pas sur mes copines pour ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment cet espace-là et mes copines, si elles sont dispo, elles sont dispo, si elles ne le sont pas, elles ne sont pas. C'est de laisser chacun aussi libre dans la relation, de vivre ses choses et voilà. L'autre chose, ben, c'est le yoga, évidemment, hein. Pourquoi on serait là si je ne parlais pas du yoga? Mon grand amour, la seule relation stable de toute ma vie avec mes enfants. Le yoga, oui, le yoga, c'est ma grande histoire d'amour. En fait, dès que ça ne va pas et que je m'éloigne du yoga, par exemple, pendant mon burn-out, je faisais presque plus de yoga. Voilà. Le yoga m'a toujours, ça a vraiment toujours été mon squelette, quoi. Vraiment, je sais pas pourquoi à chaque fois je m'éloigne, mais pour tester peut-être, je ne sais pas. On aime bien parfois aller dans le dur, mais vraiment, le yoga, c'est ce moment où je vais m'arrêter parce que je suis une personne hyperactive. Donc, tu comprends bien qu'en ayant plus ce moment de lendemain de la veille où mon corps est obligé de rester allongé devant des séries, ben, je me permets pas spécialement de le faire, quoi. Donc maintenant, c'est quelque chose que je me permets de faire. Je regarde des séries de temps en temps. Enfin, je mets vraiment des moments comme ça de pause, mais le yoga me permet ça. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai vraiment cette notion que mon rétablissement, c'est une table et que la table, elle n'a pas seulement 4 pieds. Ma table, elle a plein de pieds. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la thérapie, il y a des groupes de parole, il y a mes amis, il y a le yoga, il y a résoudre mes traumas, il y a prendre des moments pour moi, blablabla, tout ça. Ça veut dire que si à un moment donné, ma thérapeute, je la vois pas pendant 3 mois, par exemple, bah, hop, c'est un pied de la table en moins. Mes amis sont pas dispo, hop, c'est un deuxième. Ben, ma table, elle est toujours stable. Tu vois? Pour moi, le rétablissement, c'est ça. C'est une table où tu vas aller mettre un maximum de pieds pour qu'elle soit la plus stable possible. Donc, on a un peu parlé justement de l'entourage et du fait de responsabiliser la personne addicte. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels l'entourage peut impacter une personne qui souhaite sortir d'une addiction? Donc là, on a une personne qui a déjà conscience qu'elle a une addiction et qui a envie de prendre ses responsabilités. Et ce serait quoi tes conseils pour ne pas justement dépenser son énergie dans des pieds de table bancales, Oui. dans des relations qui ne seraient pas forcément favorables? Donc, c'est comment aider la personne qui demande de l'aide, alors, tu veux dire? Oui, c'est ça, Euh, tout à fait. alors, l'entourage est la moins bonne personne pour aider quelqu'un qui est addict parce que c'est des systémiques. C'est-à-dire que la personne, elle va peut-être croire qu'elle consomme à cause de... Là, par exemple, on va parler un couple. On va parler d'un couple. Ben, la personne va peut-être se dire, je consomme à cause de la personne avec qui je vis. Mais là, j'ai envie d'arrêter. Je vais lui demander de l'aide. Donc, cette personne va rentrer dans le jeu de l'aide. Ça veut dire que si la personne arrête grâce à l'autre, elle va reconsommer à cause de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, pour aider la personne qui veut se rétablir, c'est de lui dire, c'est vraiment super, enfin, franchement, c'est génial. Donc là, bah, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et donc, c'est de voir un petit peu ce que la personne va mettre en place de son côté. Donc, elle ne va pas nous solliciter, nous. Elle va aller voir un psy, elle va aller dans des groupes de parole, elle va aller voir des professionnels, en fait. Ou des professionnels, ou des gens qui sont passés par là, ou peu importe. Il n'a rien à voir avec nous.
Notre rôle à nous, ça peut être si, par exemple, la personne n'a plus son permis de conduire à cause de l'alcool, par exemple, provisoirement, ou n'a plus de voiture, ou peu importe, c'est de dire, OK, ben, quand tu dois aller à tel endroit, quand c'est dans mes possibilités, je peux te conduire. Ça peut être juste ça, par exemple. Ou si la personne dit, ah, mais je vais devoir, par exemple, partir tous les soirs, c'est de soi-même travailler sur soi, sa notion d'abandon. Parce que parfois, ça peut être difficile, hein, quand quelqu'un se rétablit et qu'on a essayé de le sauver pendant 10 ans, ben, nous, on est rentré dans une systémique aussi. Et on peut le prendre mal que la personne aille se rétablir ailleurs. Donc, moi, j'ai eu les deux côtés, hein. J'ai eu le côté dépendante et le côté codépendante. Et donc, j'ai vraiment vu les deux faces. C'est d'aller soi-même travailler de son côté, parce qu'on a souffert de la dépendance de l'autre. Et donc, soi-même d'aller faire un travail pour se recentrer sur soi. En fait, chacun doit un petit peu se recentrer sur soi. C'est un petit peu ça. Oui, parce qu'il y a des Tout dommages en- collatéraux avec, Voilà, avec l'entourage. Donc, l'entourage vit aussi voilà. ces addictions. Et donc, allez, si je ne me trompe pas, je pense que ça fait 8 ans que tu n'as plus rien Oui, consommé. Tu as, comme on le disait au début, créé ta propre méthode autour du yoga. Pour les personnes justement qui vont écouter ce podcast, est-ce que tu pourrais un peu expliquer c'est quoi ta méthode, en quoi ça consiste et voilà, peut-être comment est-ce qu'on peut justement te toucher parce que ça pourrait peut-être intéresser des personnes qui sont sensibles. oui. Ben, merci. Alors, ma méthode, ben, justement, après avoir fait un an où je n'ai pas consommé, et puis j'ai rechuté pendant un an, et puis là maintenant j'ai 8 ans sans consommation, ben, j'ai vraiment pu tester toute une série de choses, et donc j'ai rassemblé dans ma méthode finalement tout ce qui a fonctionné pour moi. Alors, c'est basé principalement sur le yoga, dans le sens où il y a vraiment un process de reconnexion au corps, de reconnexion à la respiration, la pleine conscience, la pleine présence. Donc tout ça, ce sont vraiment des choses très importantes. C'est aussi euh, d'avoir toute une série de numéros de téléphone, des choses comme ça, par exemple de groupes de parole, etc. Parce que pour moi, c'est quand même important d'avoir aussi du lien avec d'autres personnes, parce que c'est une méthode ici qui se fait en ligne par soi-même. Alors, il y a un groupe WhatsApp si on le désire. Il n'y a aucune obligation, mais on peut se mettre sur le groupe WhatsApp si on le désire. Et alors, moi, je suis très disponible par mail. Au départ, je voulais faire des groupes de parole, mais j'ai remarqué que les gens avaient souvent honte. Donc, pour l'instant, je le fais pas. Peut-être je vais le faire par après parce que je trouve ça vraiment très, très puissant, mais je vais peut-être le faire sous forme d'atelier. En tout cas, pour l'instant, il y a cette méthode qui est disponible sur mon Instagram où on va vraiment aller explorer petit à petit la reconnexion à soi. Je parle vraiment des addictions, comment y arriver petit à petit. C'est une méthode que j'ai appelée la méthode en 30 jours parce que je donne une action par jour, mais qui peut se faire évidemment sur plus de temps. C'est-à-dire que tu peux faire un jour pendant 3 jours, par exemple, si tu as besoin d'intégrer plus longtemps, tu peux faire une pause de 3 jours. On sait que 30 jours, bah, en général, on ne les fait pas sur 30 jours. Mais voilà, je l'ai appelé comme ça. Comme ça, c'est très méthodique. C'est un truc un jour. C'est facile à comprendre. Il n'y a pas trop d'informations pour pouvoir intégrer. Et alors, à côté de ça, il y a à chaque fois des pratiques aussi. Pratiques de respiration, de méditation, de yoga. Et alors, attention que le yoga, ici, ce n'est pas du tout un yoga pour les gens qui auraient essayé du yoga qui se seraient fait mal. Pas du tout un yoga. On fait sur Instagram, à Bali, sur la tête, avec l'agent qui revient derrière la tête, avec les bras entremêlés, etc. Pas du tout. C'est un yoga plutôt de pleine conscience. C'est-à-dire on va vraiment venir prendre conscience du corps, détendre des épaules, faire des mouvements qui vont venir dégager la cage thoracique, par exemple, qui vont relâcher le dos. Donc, il y a vraiment une notion de détente, en fait. De détente et de mettre son corps en mouvement, mais vraiment en douceur et c'est accessible à tous les niveaux physiques, quoi. Avant de clôturer, est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne particulièrement? Oui, alors moi, ma phrase vraiment que j'ai mis sur mon miroir au tout début de mon rétablissement et que je garde en tête maintenant très souvent, c'est rien ni personne ne mérite que je me détruise. Rien ni personne. Ça veut dire ne pas consommer, ne pas se faire du mal, ne pas, voilà. Rien ni personne ne mérite ça. Voilà. Je trouve que c'est très puissant. Peut-être être sa propre priorité.
Oui. Super. Et donc, bah, voilà, pour clôturer, comment est-ce que les gens peuvent te trouver? Sur quelle plateforme? Je mettrai évidemment les liens dans le podcast et sur YouTube, mais voilà, peut-être que tu peux dire où on te retrouve. Alors moi, je suis principalement sur Instagram, donc à Laurence Degey, Degey. Le yoga des addictions, si on tape le yoga des addictions, on me trouve. Et alors, tout est sur mon Instagram. Donc j'ai une petite chaîne YouTube où j'ai mis quelques trucs, mais j'ai pas encore beaucoup développé. Mais il y a une ou deux pratiques, il y a mon témoignage. Enfin voilà, il y a tous les liens sur mon Instagram. En fait. Mon Instagram, c'est le mieux. Ok, super. Bah écoute, je vais partager tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, ton expérience et j'espère que ça va pouvoir apporter une petite lumière, en tout cas, aux personnes qui en auraient besoin. Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Ça me fait vraiment super plaisir. Avec C'était plaisir, chouette. Laurence. Merci, Julie.